Bonjour et bienvenue dans Partoche, plus précisément l'épisode spécial Star Wars, et oui, il est de retour. Oui, comme promis, je reviens pour traiter des films spin-off de la saga, à commencer par le célèbre Rogue One, A Star Wars Story, porté par une musique de Michael Giacchino. C'est parti. Comme je suis psychorigide, pour ne pas dire que j'ai un balai quelque part, je reviens avec mes plans dignes d'un élève de première, et donc cette vidéo se découpera en deux parties. D'abord les leitmotivs anciens et nouveaux qu'on trouvera dans Rogue One, puis un avis sur le style d'ensemble exposé par Giacchino pour cet opus. Mais d'abord un petit résumé du film pour mes parents qui regarderont peut-être cette vidéo. L'histoire nous raconte comment l'Alliance rebelle met la main sur les plans de la station capable de détruire des planètes, construite par l'Empire. Pour cela, elle contacte Jyn Erso, la fille de l'ingénieur responsable de la création de l'arme Galen Erso. Une force rebelle donne l'assaut sur Scarif, où les plans sont stockés, pendant que Jyn et un autre rebelle, Cassian Andor, s'infiltrent pour voler et envoyer les plans à la flotte. À la fin, il meurt. Oui, parce qu'évidemment, il y a des sous-parties. Grand A, le retour des leitmotifs de la saga, c'est logique, c'est prévisible, et plutôt bien dosé. À commencer par le thème de la Force. On aurait pu s'attendre à des avalanches du thème de la Force, mais il n'arrive que quelques fois pour sa touche de nostalgie attendue. Ici, il n'a aucun rapport avec la scène, mais comme on voit Bail Organa, il s'agit comme d'un lien avec l'épisode 3, qui date déjà de plus de 20 ans. Et là, on le retrouve pour accompagner la révélation de Leia en images de synthèse. Alors que Leia a déjà un thème, je rappelle. Mais c'est plus pour la noblesse qu'il dégage, son idée de destinée, alors que celui de Leia tirait vers le romantisme, inadapté ici. On pardonne. De même, la fanfare rebelle est utilisée avec grande parcimonie, moins souvent que dans l'épisode 4, alors que l'Alliance est au centre de l'histoire. Là, on reprend note pour note la musique de l'introduction de l'épisode 4, car la fin du film débouche directement sur le début d'un nouvel espoir. Un petit motif qui est finalement assez emblématique de l'épisode 4 avait effectivement bien sa place ici, et pas pour son effet juste nostalgie, c'est celui de l'étoile de la mort. Je sais pas comment je dois le dire en français, parce qu'en VF c'est l'étoile noire, mais en VO à la base c'est The Death Star, l'étoile de la mort, donc... Ouais, j'avoue, faux dilemme. Oui, parce qu'on voit l'étoile noire, donc il y a son motif. Suivant, pas de Vador sans la marche impériale. On rappelle que dans l'épisode 4, le thème n'existe pas, mais en 2016, si, donc impossible de passer outre lorsqu'on voit le personnage, connaissant la popularité de cette musique. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ici, on a juste les deux premiers accords du thème qui suffisent à l'identifier. Mais sinon, il est joué en entier aussi. Son apparition la plus emblématique est celle-ci. Retenez vos fluides, je sais que vous aimez ce passage. Moi j'ai un peu honte, mais entre l'orchestration au chœur, le tempo bien plus lent et puis la variation rythmique, j'ai pas senti tout de suite que c'était la marche impériale, au ciné en tout cas. Voilà. Tilou, cancelled. Next. Le retour du thème impérial de l'épisode 4 est appréciable car depuis la création de la marche impériale pour l'épisode 5, on l'a presque plus entendu. Ici il est à propos et on y a parfois droit. Parfois dans sa version originelle. Parfois un peu varié. Le thème principal, d'abord celui de Luke Skywalker, mais ensuite thème général pour la saga, revient à ce moment pour une touche de nostalgie, encore, sur le plan des droïdes pour nous rappeler le départ des chasseurs pour la bataille de Yavin dans Un Nouvel Espoir. En bonus, pour finir, j'ai remarqué une similitude entre ce passage et ce motif de l'épisode 1 ou 2 lorsqu'un vaisseau s'approche d'une planète.
Il s'agit d'une descente de notes sur une échelle chromatique, bien qu'elle soit ici plus stricte et simple. Hasard ou bel easter egg, vous me direz. Et maintenant on peut décrire les leitmotivs écrits par Michael Giacchino pour Rogue One. Le thème de l'héroïne, Jean, est plutôt un classique du genre. Comme tous les thèmes du film, sauf un, il est bâti sur des unités similaires qui s'enchaînent. Il s'agit d'un procédé dont on a déjà parlé, qui ne se borne pas à Rogue One ni même à la saga Star Wars, cela permet une meilleure appropriation de la mélodie par le public. La deuxième chose assez commune, c'est l'harmonie du motif, qui commence par enchaîner l'accord du premier degré, mineur, et le sixième degré qui est majeur. Tout le monde a entendu cet enchaînement des milliards de fois, ça c'est classique. Mais on a aussi un quatrième degré majorisé qui suit tout ça. Pour être exact, c'est même un accord de septième de dominante, à 4 sons. Là encore, c'est pas nouveau. Cet accord, le quatrième degré qu'on a rendu majeur, qui appartient au mode dorien, contient 7 notes. Un mi bécard ici, élevé d'un demi-ton par rapport au mi bémol de la gamme mineure habituelle. Et ça illumine cette mesure. C'est le même accord utilisé dans le thème de la force, donc on retrouve ici le même procédé. Ces deux accords véhiculent l'idée d'espoir qui guide les actions de Jean. Cependant, on a tout de même quelques nuances apportées par des accords plus riches. Ici, celui de la deuxième mesure est une transformation du premier, qui lui adjoint quelques dissonances et amène de la tension et un caractère dramatique. On le redit, Jean finira par périr après avoir accompli sa mission, piégée sur Idoo. Cet accord-là est un quatrième degré, mais mineur, la version normale de cet accord dans une gamme mineure. Notez comme ce choix rend la deuxième phrase du thème plus froid. Mais l'élément le plus intéressant du thème, c'est sa construction dérivée du dies irae. Rappelez-vous, ce thème, aux origines liturgiques médiévales, a traversé les âges pour se retrouver très souvent en musique de film pour sa connotation tragique, voire son lien à la mort. Ici, c'est tout indiqué comme on l'a vu. Les 4 premières notes du motif sont celles qui suffisent le plus souvent à l'évoquer dans les films, se retrouvent dans le début de la mélodie de Jean. Tout simplement. Certaines variations du thème jouent d'ailleurs là-dessus. C'est cet aller-retour sur un demi-ton qui forme le corps du motif, à tel point que parfois on ne sait plus vraiment si on entend une variation du thème de Jean ou du dies irae. Mais là où le placement du motif du dies irae est indéniable, c'est dans le morceau The Master Switch, qui fait d'abord entendre une inversion des 4 notes du dies irae, c'est-à-dire que les intervalles sont les mêmes, seconde mineure puis tierce mineure, mais leur sens est opposé, vers l'aigu au lieu du grave, et vice-versa. Puis on entend un motif qui alterne simplement 2 notes en boucle à un demi-ton entre elles. Ça pourrait être anodin, mais ce motif se développe ensuite pour confirmer qu'il s'agissait des 2 premières notes du dies irae en fait. Voilà, ça c'est plutôt cool. D'ailleurs c'est le pic de la vidéo, le reste est plus chiant. Vous pouvez quitter. Ah non, je rigole. Alors, après la gentille, il y a le méchant. Orson Krennic, c'est l'officier impérial en charge du projet de construction de l'étoile sombre.
On aurait pu blinder le film de marche impériale pour accompagner les scènes avec lui ou l'Empire, mais Michael Giacchino a composé un nouveau grand thème pour ça. Il y a même 2 mélodies distinctes, mais le plus présent dans le film, c'est celui-ci. La première chose qui me frappe, c'est comment la mélodie ne passe que rarement sur la note qui constitue la base de la gamme, le premier degré ou tonique, le si on est en si mineur dans cette version. La mélodie tourne toujours autour et fait des grands intervalles, des chutes assez larges aussi, qui la rendent un peu inconfortable, instable, comme si elle essayait de se tenir sur un tabouret à un pied. Écoutez, je sais pas pourquoi cette analogie a du sens pour moi, si vous ne voyez pas le rapport, je peux rien pour vous. Tant pis. L'harmonie participe à sa façon à ce caractère. Les 2 premiers accords sont mineurs et séparés par une seconde mineure, un demi-ton d'écart. Le plus petit intervalle dans la musique traditionnelle occidentale, on le rappelle, souvent associé à un sentiment sombre. Cet enchaînement n'est pas naturel dans une gamme mineure. Le thème propose une deuxième phrase ou carrément un deuxième motif qui est parfois utilisé pour allonger le thème dans une scène. Mais parfois pris indépendamment. Il s'accompagne d'un ostinato martial, comme le thème de Vador qui pouvait lui aussi être simplement évoqué par son motif rythmique. La piste d'album du thème de Krennic, celle qui s'appelle l'Imperial Suite, présente aussi une deuxième mélodie mais qu'on retrouvera beaucoup plus rarement dans le film. Une deuxième fois ici, variée. Pourquoi cette deuxième mélodie ici et pas la première? Vous aimeriez une explication. Normal. La voilà. Il reprend l'harmonie caractéristique de la marche impériale et en cela, c'est lui le plus lié au thème de Williams. Rappelez-vous l'enchaînement de 2 accords mineurs d'une sixte mineure d'intervalle. Puis dans la répétition de l'unité mélodique, on commence sur le même accord, mineur, avant de le transposer d'une seconde mineure plus haut. Ça aussi c'est très froid. Rapport de sixte mineure et de seconde mineure, ça c'est 2 suites harmoniques ancrées dans notre cerveau comme étant plutôt noires. Ça colle tout à fait avec un thème malveillant. Le rythme est intéressant, varié, syncopé, avec des notes pointées, donc parfois en contretemps. Et la mélodie pousse vers l'aigu. Ces 2 points peuvent là aussi la rapprocher de celle de Vador. De plus, son rythme est martial. On pourrait aisément l'imaginer joué par une caisse claire. Passons à un autre thème qui est moins présent et pourtant, il est au cœur de la thématique du film. Le film repose en effet sur l'espoir d'un petit groupe de rebelles de faire tomber l'empire galactique despotique. Ce qui frappe évidemment, tu l'as déjà, c'est cette levée sur une carte juste. Oui, la même que celle du thème de Luke Skywalker, devenu rapidement le thème principal de la saga. À ce propos, l'orchestration de l'écran titre est très perturbante parce qu'en le découvrant au cinéma, pendant une demi-seconde, je pensais que c'était le thème principal de la saga que j'allais entendre. Il illustre les actions ou les scènes qui évoquent ce combat peut-être désespéré. Les 2 premiers accords sont majeurs,
solide. Il s'agit du premier degré de la gamme majeure, puis du cinquième, la dominante, le deuxième plus structurant. Autre caractéristique, toutes les notes sont inscrites dans la gamme. Oui, ça paraît évident, mais au final, dans notre ère où ce genre de musique de film pioche presque constamment dans d'autres gammes ou d'autres modes, c'est quand même signifiant de faire ici le choix de la plus basique simplicité. Seul le dernier accord est altéré, ce n'est plus un accord majeur mais un accord suspendu. Ce qui termine le thème sur une note très pessimiste. D'ailleurs, l'harmonie du thème s'assombrit de mesure en mesure, et pourtant la mélodie monte toujours vers l'aigu. On y croit, même si on échoue. C'est la définition de l'espoir, non ? Je ne sais pas à quel point ce choix de composition est conscient, mais cette description est plutôt poétique. Je pense qu'un ostinato est rattaché à ce thème. Dernier grand thème du film, les gardiens des Whills. Le culte des gardiens des Whills, formé de moines adeptes des enseignements des voies de la force sans être des Jedi eux-mêmes, ont un thème dans le film car on suit deux de ses membres, Shiru Timoe et Baze Malbus. La mélodie commence par une levée sur une sixte mineure, sur les mêmes degrés que le thème de Anakin et Padmé. Les trois premières notes sont identiques, et en plus on retrouve une section de triolet de croche dans le rythme qui rappelle là aussi le thème de l'épisode 2. Ici on n'a que la levée. Mais le thème suit après. Et surtout qu'il est introduit au corps anglais, un instrument qui joue le thème romantique également. Je ne pense pas devoir trouver une quelconque connexion, c'est juste qu'en l'entendant au cinéma, je pensais qu'on allait voir un caméo de Nathalie Portman. Et après, j'ai été déçu. Ici, cette sixte, intervalle qui commence à être assez large dans la gamme, plus grand que la quinte juste qui est héroïque, appelle à un dépassement. Le vrai lien qu'on puisse tisser entre ce thème et un autre de la saga, c'est l'harmonie, formée des deux premiers accords du thème de la force. Toujours les mêmes. Un premier accord mineur sur le premier degré, puis un quatrième degré majorisé. Ici, mêlé aux percussions brutes pour la phase d'action. Ici, plus doux, comme le plus souvent. Et lors du sacrifice des héros du culte. Un dernier thème emblématique, et vous m'en auriez voulu de ne pas l'évoquer, et qui n'est entendu que dans un seul morceau, ce n'est donc pas un leitmotiv, conclut le film. Giacchino aime bien créer des morceaux tristes sur une échelle majeure. Il l'a fait pour la scène d'introduction du Star Trek de 2009. Il va utiliser comme dernier accord le deuxième degré du mode lydien, un mode assez lumineux, pour ne pas dire le plus lumineux d'ailleurs, qui est quasiment identique avec une gamme majeure traditionnelle, mais qui pour deuxième degré a un accord majeur, et non pas mineur. C'est ce qu'on retrouve là dans le thème de Yoda, si vous vous en rappelez. C'est le contraste qui est plutôt saisissant dans ce genre de cas.
Ou alors on célèbre la victoire rebelle, même si elle est amère, car les héros de la mission finissent par trouver la mort. Constat général, on remarque que tous les thèmes, sauf celui de l'espoir, sont tous bâtis pareil. L'annonce d'une phrase musicale qui va être reprise sur un rythme quasi identique, mais avec des variations dans les notes et dans l'harmonie. Ça c'est très classique, hein. C'est une des techniques pour créer des thèmes mémorisables. Mais c'est tellement habituel maintenant que l'effet se perd et les thèmes construits comme ça finissent par presque toujours se ressembler. Bon, ça c'est mon avis. Les motifs impériaux, avec leur rythme assez vif et peu monotone finalement, échappent un peu à ce principe je trouve. En fin de film, personnellement, je l'avais plus en tête que celui de Jin, quoi. Il y a un ostinato qui revient très régulièrement, je l'ai appelé l'ostinato mission. Rien à analyser, hein, juste sa présence est appréciable pour créer du lien entre la musique et l'histoire. Ici, il est mêlé au son de Jedha, pour ne pas dire leitmotiv, même si je pense qu'on peut ainsi le qualifier. Il est entendu sur cette planète désertique et la sonorité très dure et très exotique est une bonne trouvaille qui en a marqué plus d'un. J'aurais voulu vous donner le secret de cette sonorité, hein. J'ai cherché, j'étais confiant, mais je n'ai pas trouvé de réponse claire. Mon oreille me fait dire qu'il s'agit d'un instrument acoustique à cordes de métal qui est frotté. Peut-être un instrument traditionnel d'on ne sait où, ou alors carrément même une création originale. Et peut-être que c'est mélangé à des sons synthétiques. En tout cas, un bon apport musical à l'univers de Star Wars qui s'éloigne mesurément de l'orchestre symphonique. Si quelqu'un a la réponse, j'épingle son commentaire. On peut passer à la deuxième grande partie de la vidéo, le... Il faut maintenant parler du style général de la BO, et c'est pas une mince affaire parce qu'il s'agit de la première musique d'un film Star Wars qui n'est pas signée de la main de John God Towner Williams le Magnifique. Quelle approche est la meilleure? Rester dans le même style? Ou demander au nouveau compositeur de laisser son expression personnelle dominer? En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Thèse, antithèse, synthèse. 7 au bac de philo. Et ouais. Rogue One est le premier film spin-off de Star Wars. On peut comprendre qu'il y ait une part d'incertitude des créateurs quant à la manière d'aborder un tel projet, hein, c'est compréhensible. Il fallait garder le style esthétique qui définit l'univers musical de la saga, sans faire appel à l'instigateur de ce style. Michael Giacchino est un bon choix car il est l'un des héritiers des compositeurs du nouvel Hollywood, en ayant grandi avec les BO de Williams, Goldsmith, etc. Mais il s'agit d'un spin-off, pas d'un opus de la saga principale. L'intro musicale se veut percutante comme Star Wars épisode 4, mais ne propose pas le thème sur le fameux texte déroulant. On a par contre une ligne de flûte atonale au-dessus d'un motif arpégé au Célesta, typique de ce qu'on pouvait trouver dans le film de 1977. Par contre, le titre s'affiche sur le motif de l'espoir, orchestré à la manière du main title de Star Wars 4. Et c'est pas la seule version qui avait été envisagée. Comme il s'agit d'un film qui fait directement référence aux origines de la saga, hein, puisque l'histoire se termine pile quand commence l'épisode 4, le choix d'imiter le style esthétique musical de 1977 est très légitime. Hein, le film est par essence un shot de nostalgie. Ça sera moins le cas pour Solo, on y reviendra. On a donc un apport de très nombreux éléments musicaux caractéristiques de Williams, donc voici un petit catalogue très long et rébarbatif. Les fameuses répétitions d'accords de cuivre en staccato pour la connotation guerrière. L'utilisation de sourdines pour les cuivres, un son qui évoque forcément les anciens Star Wars. Des dissonances dans les textures ou dans les accords. Les figures en escalier, là il y a des guillemets mais vous les voyez pas, où l'on répète des séries de 4 doubles croches ou 3 triolets de croches rapides qui ne font que monter par palier ou monter puis redescendre avant de monter plus haut et ainsi de suite. Oh la description nulle, écoutez plutôt. L'utilisation de l'échelle chromatique.
l'utilisation de l'échelle diminuée ou de l'échelle mineure double harmonique, etc. Il y en a d'autres. Ce glissando de cordes qui sonne assez daté, et donc rappelle ce qu'on a pu entendre dans les films de la saga. Des parallélismes mineurs, grande partie dans la description du style propre de John Williams, avec le cas particulier des trompettes jouant à 3 voix une descente chromatique rapide, formant alors donc une suite d'accords mineurs parallèles qu'on avait parfois dans la trilogie originale, adaptée pour les mouvements des vaisseaux surtout. Mais qu'on retrouve ici à outrance. J'ai noté un parallélisme majeur. De manière plus générale, une orchestration fouillée, riche, dynamique, qui n'a pas peur d'aller chercher des intervalles de notes larges et des échelles un peu exotiques. La gestion des percussions, des interventions ponctuées des timbales, typiques. Michael Giacchino est un bon compositeur. Oui, c'est un jugement de valeur. Il a grandi avec toutes les musiques des grandes figures de musique d'Hollywood, dont John. Travailler sur un Star Wars et prendre sa relève constituait donc non seulement un grand défi, mais surtout un véritable honneur, et je suis persuadé qu'il a vraiment étudié les partitions du maître. Il le démontre à de très nombreux moments, avec des imitations très crédibles du style du modèle. Ça par exemple c'est parfait, ça le fait grave, mortel, trop dément quoi. Cet extrait qui est peut-être l'un de mes préférés de la BO, et qui peut faire penser au contrepoint de cuivre du thème de la reine de Geonosis dans l'épisode 2. Mais l'expérience de Williams, ses influences forcément différentes et sa sensibilité propre font qu'il est impossible d'écrire quelque chose que lui aurait écrit. Ainsi, plusieurs petites phases musicales sonnent faux à ce point de vue. Il y a quelque chose qui paraît décalé, maladroit. Alors là, c'est purement subjectif par contre. C'est une bonne illustration de la Uncanny Valley, la vallée de l'étrange. Ça, c'est un concept venant à la base du monde de la robotique. Si le réalisme d'une création se rapproche trop d'un vrai humain, ces petites imperfections nous semblent alors monstrueuses. On peut, à mon sens, étendre le modèle à l'art musical. Ici, plus une musique ressemble au modèle d'origine, mieux elle est acceptée par la sensibilité humaine, jusqu'à un certain point lorsqu'elle y ressemble trop sans être identique. Certains passages de la musique de Rogue One me font penser à ça. Des imitations un peu artificielles de l'esthétique du maître qui jure avec le reste du score. Ça veut en faire trop. Là, ça commençait vraiment pas mal, mais cette descente de bois, ça fait pas un peu forcé ? Ou parfois, ça en fait pas assez. Ici, c'est pas un peu trop répétitif pour passer pour du Williams ? Ici, la texture et l'orchestration générale commencent plutôt bien en termes d'imitation, mais est un peu gâchée à mon sens par une énième descente chromatique parallèle aux trompettes. Là, on a la légendaire doublure des bois par un xylophone, mais le tout est trop grave, donc ça paraît mal imité.
Et ici ça paraît juste très peu inspiré, je trouve. Difficile d'exposer précisément les éléments qui me font cet effet, hein. Vous aurez probablement une sensibilité différente par rapport à ça d'ailleurs. Le niveau musical de chacun peut aussi entraîner une différence de perception à ce sujet. Et les commentaires sont faits pour ça, hein. Je serais ravi d'entendre votre avis là-dessus. Hein. C'est aussi sûrement un biais de perception parce qu'on sait que c'est pas Williams aux partitions. Ou alors c'est bien lui. Et on nous aurait menti et c'est un complot pour une raison obscure. Bref, phase aigrie terminée, partie suivante, la touche Giacchino. Difficile d'établir un schéma, une signature Giacchino. J'ai pas assez étudié son œuvre pour ça. Mais on le reconnaît quand même souvent. Par exemple avec cet extrait du morceau final qui sonne comme l'intro tragique de Star Trek de 2009. Il puise ses inspirations directement des compositeurs avec lesquels il a grandi et un peu de classiques comme Beethoven et Debussy, selon ses dires. Mais n'a pas toujours les mêmes références profondes que ses modèles. Sa musique est beaucoup plus diversifiée. Il n'y a qu'à comparer Les Indestructibles, Ratatouille, Lost, Star Trek pour voir qu'il est assez polyvalent. Et donc j'ai noté plusieurs moments où la musique sonne bien plus Giacchino que Williams, avec une approche plus moderne, souvent plus dans la répétition stricte. Mon ressenti général sur la BO me fait dire que c'est un peu comme si on avait une structure Giacchino, mais une peinture Williams par endroit. C'est le style de composition de Michael, mais orchestré façon Williams avec ses textures et ses habitudes. Mais pas toujours non plus, hein, c'est une mixture mouvante et aléatoire. Il y a beaucoup de phases qu'on pourrait confondre avec Williams si on ne connaissait pas ses musiques, d'autres où on sent l'imitation maladroite, et d'autres où c'est clairement Giacchino qui fait du Giacchino et qui ne se cache pas. Mon avis général pour résumer, je suis plutôt client de la musique, hein, mais j'émets quelques réserves sur certains détails. Les thèmes sont tous très beaux, hein, franchement, même s'ils n'ont rien de novateur, mais c'est pas ce qu'on attendait d'eux, hein, de toute façon. Les textures d'accompagnement et les phases d'action sont parfois assez fines et personnelles, mais juste parfois un petit peu grossières et cherchent un petit peu trop à imiter l'esthétique du modèle Johnny New. Je pense. Et là-dessus, on sent la difficulté de s'investir dans un tel projet, hein. Donc, bravo à Michael Giacchino pour ce travail. Vraiment. Merci à vous d'avoir regardé. Si vous voulez découvrir d'autres musiques symphoniques pour un univers de SF, je vous invite à écouter mon album sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Ça s'appelle Le Relatif prime sur l'absolu. Merci et à bientôt pour la partie 19 sur Solo A Star Wars Story. Bisous!